Bienvenue à ce webinaire que j'aurai le plaisir d'animer. Donc pour ma part, je suis Olivier Ginepro, chargé de l'international chez Finafra, la mission d'appui au financement des infrastructures. Dit autrement, il s'agit de l'unité PPP en France, qui est rattachée à la Direction générale du Trésor, et je suis également membre du bureau PPP à la CENU. Donc bienvenue sur ce webinaire qui est proposé et organisé par le WAP, l'Association mondiale des unités PPP et des professionnels du domaine des PPP, ainsi que par la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies. Je les remercie très chaleureusement pour cette excellente initiative d'un événement sur les petits PPP et d'un événement en français, donc double remerciement de ma part. Je me réjouis que nous ayons des participants essentiellement francophones aujourd'hui dans ce cycle de conférences sur les small scale PPP. Et comme cela a été prévu, annoncé, nous tiendrons ce webinaire en français. Mais nous avons également une partie du public qui est anglophone et donc les questions-réponses pourront être en anglais. Les commentaires et questions seront traités après les présentations des panélistes. Comme il y a beaucoup de participants, je vous remercie de prévoir vos commentaires et questions par écrit dans le chat. For our English-speaking guests, I must mention that presentation will be in French, but you will have opportunities for comments and questions in English. Please do so by writing in the chat box. Alors, les États membres de la CENU ont décidé de consacrer un guide au sujet des PPP de petite taille. Ce guide devrait être livré en 2025. Les small scale PPP sont en effet un enjeu majeur compte tenu du nombre de projets qui pourraient être mis en œuvre et parce que ces projets permettraient de se rapprocher des objectifs de développement durable. Ces petits PPP développés localement favorisent la réplicabilité, les économies d'échelle et l'accès au financement. Donc, nous aborderons dans ce webinaire l'expérience française des small scale PPP qui mérite d'être partagée car, il faut bien le dire, la France est le pays probablement où il y a le plus grand nombre de ce type de petits PPP depuis plus de 100 ans d'histoire des PPP en France. On en compte aujourd'hui au moins 10 000 qui sont en cours sous forme de contrats actifs. Alors, nous traiterons à la fois le contexte, l'expérience concrète et les enjeux de financement. Nous aborderons dans l'ordre le contexte historique et le cadre général permettant de développer largement en France de nombreux projets de concession et PPP au niveau local. Nous aborderons ensuite un exemple de programmation et de réalisation de projets de services publics en concession PPP dans une petite ville française, la ville de Cuers, qui a 13 000 habitants. Et puis, nous terminerons avec des questions spécifiques du financement pour ce type de projet au niveau local. Nous avons le plaisir d'avoir des panélistes de grande expérience des marchés publics et des concessions et PPP en France et à l'international, ayant contribué à la réalisation de small scale PPP. Alors, je veux commencer par vous les présenter. Nous avons Monsieur Marc Frilet. Marc, vous êtes secrétaire général du Centre d'excellence internationale, spécialisé en loi, bonnes pratiques et institutions. Marc est aussi le président du chapitre cadre législatif au WAP. Nous avons Monsieur Bernard Moutet, qui est le maire de la ville de Cuers, et Monsieur Gérard Cabry, qui est premier adjoint chargé des finances et de l'économie à la ville de Cuers également. Messieurs Moutet et Cabry décriront la mise en œuvre concrète de ces petits PPP sur le terrain avec des exemples de plusieurs projets municipaux qu'ils ont eu l'occasion de piloter. Alors, au passage, je suis très heureux de vous accueillir, étant moi-même un Varois, nous sommes quasiment voisins. Et puis, nous avons Madame Doris Chevalier,
qui est la présidente d'Infraboost, une société d'accompagnement financier qu'elle a fondée il y a une dizaine d'années. Doris est membre de plusieurs conseils d'administration et elle représente le secteur privé au bureau des PPP des Nations Unies. Merci Doris d'avoir répondu présente. Vous évoquerez donc notamment la problématique complexe du financement de projets. Voilà, je vous propose, maintenant que nous connaissons nos panélistes, de rentrer dans le cœur du sujet avec eux. Marc, si vous m'entendez, nous allons commencer avec vous. Donc, comme je disais, le centre d'excellence que vous dirigez a beaucoup contribué aux travaux de la CENU, et notamment sur un texte majeur qui est le cadre juridique des PPP et concessions axé sur la réalisation des objectifs de développement durable. À travers ces travaux de recherche et au travers de votre expérience professionnelle, vous avez pu comparer différents systèmes juridiques et jurisprudentiels dans le monde. Alors, je voudrais arriver à la première question pour vous. Comment expliquer que la France, ainsi qu'un certain nombre de pays de tradition civiliste, ait développé de très nombreux projets de la famille des concessions et des PPP au niveau local, sous forme de small scale PPP? Apparemment, ça s'est fait à la satisfaction des parties prenantes, alors qu'il est généralement considéré que les concessions et PPP sont des projets complexes à planifier et réaliser. Y a-t-il un contexte historique particulier? Y a-t-il des facteurs institutionnels spécifiques à la France, juridiques, des pratiques particulières qui ont fait ce succès français? Marc? Marc, c'est à toi de parler. Merci Olivier, vous m'entendez? Moi, ça va. Parfait. Très bien, très bien. Je me trouve dans la situation habituelle de ceux qui n'ont pas encore pris la pleine conscience de savoir comment on peut bien faire fonctionner ces systèmes, et donc je n'ai pas de retour. Mais ça n'a pas d'importance parce que je sais très bien ce qu'Olivier a dit, et je vais me permettre maintenant de vous présenter un petit contexte historique et le cadre général de la situation en France, parce qu'on est vraiment dans un pays très original, hein. Comme Olivier l'a déjà dit, la France est le pays du monde où il y a le plus de small scale PPP et de très loin, hein, c'est-à-dire, on traduit ça chez nous par concession et PPP à petite échelle. Il n'existe pas de statistique officielle, c'est un peu dommage, mais on doit les situer au moins 10 000 et sans doute 20 000 à l'échelle de la France aujourd'hui. Alors, il est généralement reconnu qu'en France, il n'y a pas de problème pour la préparation et la réalisation de ces projets, pas plus de problèmes que pour les marchés publics classiques qui se réalisent tous les jours au niveau local. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de rechercher les raisons de cette situation qui intrigue beaucoup, je le reconnais, au plan international. Un tout petit rappel historique quand même, c'est que de tout temps, les budgets des États et de leurs subdivisions ne permettaient pas de réaliser toutes les gammes de services publics souhaités, et de tout temps, il a fallu demander au secteur privé de financer et de réaliser des services publics. Quand je dis de tout temps, ben, je veux simplement mentionner les Romains, hein, puisque nous venons, pour beaucoup d'entre nous, nous venons de là. Donc, les Romains, déjà, avec les Manceps, c'est-à-dire les postes, avaient déjà organisé des systèmes qui sont tout simplement des systèmes qu'on peut appeler aujourd'hui concessions de services publics. En fait, ce terme veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement une relation entre le public et le privé dans laquelle on demande au privé de concevoir, de financer, de construire, d'exploiter une infrastructure, et quand on parle de concession, de se rémunérer sur les usagers. Voilà ce qui a été dans l'histoire le mode contractuel qui s'est énormément développé, en particulier au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, eh bien, c'est cela qui a permis à l'Angleterre, à la France, aux États-Unis et à beaucoup de pays développés d'avoir la possibilité de faire un bond très important en service public, notamment dans le secteur, d'abord les canaux,
hein, les canaux qui étaient absolument essentiels pour les échanges, ensuite les chemins de fer, ensuite les ports, ensuite l'électricité, ensuite l'éclairage public. Donc ce dont nous parlons aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui au niveau des petits projets, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, qui a été expérimenté très longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, on pouvait s'en douter. Ces projets sont des projets qui sont prévus pour un cycle, hein, et c'est au bout du cycle du projet que l'on voit si réellement on a réussi ou pas le projet. Ce n'est pas au bout d'un an, ce n'est pas au bout de 2 ans, c'est au bout du cycle, lorsque l'entreprise privée, la société de projet, a réussi à être intégralement remboursée et également fait en sorte d'avoir un bénéfice raisonnable avec tous les avatars que l'on peut avoir. Et donc, on peut bien comprendre qu'il y a une instabilité économique qui, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, avec les nouvelles technologies, ensuite tout ça, c'est encore bien empiré avec la guerre, toute cette instabilité a fait que cet ensemble de projets qui existaient un peu partout dans le monde, dans l'eau, dans l'électricité, dans les ports, dans les chemins de fer, etc., cet ensemble de projets a arrêté de se développer. On a dit stop, stop. Et sauf sauf dans un pays, ou plutôt dans une série de pays, qui avaient le même cadre institutionnel, tradition juridique. Et ces pays, ce sont les pays de tradition civiliste napoléonienne, et notamment la France. Alors, on a continué dans ces pays, et toute la question, c'est ça, comment se fait-il que ce qui n'a pas été possible de continuer de faire dans les autres pays a pu se faire dans ce type de pays, et en particulier en France, qui a été un peu à l'origine de tout ça. Comment le privé peut accepter de conclure de tels contrats avec de tels risques, hein, qui est le risque de demande, le risque de force majeure, le risque de changement de politique, le risque de pandémie, et continuer à intéresser le privé et faire en sorte que les projets réussissent petit à petit à fonctionner. Alors, ça ne s'est pas fait de façon simplement, ça ne s'est pas fait de façon simple. Il a fallu beaucoup de problèmes qui ont été petit à petit réglés, et on va voir comment, notamment par un tribunal, pour mettre en place un bon équilibre entre les deux. Alors, je crois qu'il faut essayer de comprendre, bien au-delà de ce que je viens de dire, quels sont le particularisme français et celui de ces pays. Première chose qu'il faut oublier, ce n'est pas parce qu'il y a eu des codes. Il n'y a pas eu de code dans ces pays pour développer ces projets. Et à la limite, s'il y a eu des codes, ça aurait été pire, ça aurait été peut-être trop rigide. Donc au départ, le premier particularisme, c'est que tous ces projets ont pu être réalisés sans qu'il n'y ait eu de code. Et c'est uniquement au cours des 30 dernières années, avec le développement d'un concept autre que celui des concessions de services publics, c'est-à-dire avec le concept de PPP, importé du monde anglo-saxon, qu'on a senti le besoin d'avoir une législation qui, en plus de ça, chez nous, en France, n'a pas duré longtemps. Il y a une législation qui a duré une vingtaine d'années, et maintenant, on n'a plus de législation pour développer en France les PPP à paiement public. Donc, fondamentalement, on a une situation qui est restée largement axée sur la possibilité de développer des concessions de services publics avec paiement par les usagers. Alors, voyons quels sont les 3 paramètres principaux, parce qu'on a beaucoup réfléchi évidemment à cette situation, avec le Centre d'excellence internationale de l'UNICI, bonnes pratiques, lois et institutions, auquel je participe et qui a été largement à l'origine, avec les experts de l'UNICI, de ces fameux textes qui ont été maintenant adoptés par les États membres pour réaliser les projets, et notamment une loi cadre. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'il fallait d'abord, il y avait un droit de base qui existe, mais qui n'est pas un droit du tout, pas du tout un droit spécifique aux concessions, pas du tout un droit spécifique au PPP, non, un droit des contrats. Et ce droit des contrats, il est très original par rapport au droit des contrats qu'on connaît, par exemple, dans le pays de la Common Law. J'ai eu la chance, moi, d'étudier dans les deux droits, donc je peux en parler de façon assez claire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce droit des contrats? La première chose que l'on a pour la conclusion et la réalisation des contrats,
c'est une obligation de conclusion et d'exécution des contrats de bonne foi. Un énorme développement sur le contexte de bonne foi qui a engendré des devoirs de conseil. Donc, quand on est en bonne foi et les codes nous imposent la bonne foi, ça veut dire que l'entreprise doit un devoir de conseil pour aider l'autre de façon à ce que les choses se passent bien, surtout lorsque l'on est plus compétent de l'autre. Ensuite, autre chose qui est également important, toujours émanant du Code civil, c'est la notion de contrat d'entreprise. Qu'est-ce que c'est un contrat d'entreprise? Un contrat d'entreprise, c'est un contrat dans lequel il y a une obligation de résultat. Hein. Il faut réussir quelque chose, il faut avoir, il y a des paramètres, il y a toute une série de situations qu'il faut atteindre, hein, des critères qu'il faut réussir. Et cette obligation de résultat, on la trouve dans le contrat d'entreprise. Hein. Par exemple, on va construire un pont, eh bien, le résultat, c'est que le pont tienne, etc. Quelles que soient à la limite les spécifications, je l'exagère un peu bien sûr, mais à la limite, quelles que soient les spécifications données, on ne s'en tient pas aux spécifications d'un ingénieur. On doit atteindre un résultat. Et ça a une très grande importance, évidemment, lorsqu'on va parler de contrats globaux à long terme. Autre chose, l'interprétation du contrat. Est-ce qu'on s'en tient simplement au cadre du contrat dans ces four corners, dans ces quatre coins? Ou est-ce qu'on va donner du sens au contrat par rapport à l'obligation qui a été prise? Là encore, on a le code qui explique qu'un contrat, il faut bien sûr l'interpréter d'abord en regardant les quatre points du contrat, mais également toutes les suites que l'usage donne à l'obligation de rappeler sa nature. Cela aura une importance extrêmement importante dans le cadre de ce qu'on va parler et pour la réussite des projets dont nous parlons. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout pour l'instant, sur cette première branche, ce n'est pas un texte de PPP, c'est un texte fondamental du Code civil sur la bonne foi, le contrat d'entreprise et l'interprétation du contrat. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, ce qui a également été particulièrement important, c'est qu'il y a une cour, un tribunal suprême qui traite des contrats publics-privés. Les relations entre le public et le privé dans le cadre contractuel, il a été considéré depuis l'origine, hein, depuis la création du Conseil d'État, il y a plus de 200 ans, il a été considéré qu'on ne pouvait pas laisser ça aux tribunaux de droit civil parce qu'il y a l'intérêt général qui doit prédominer. Lorsque c'est un contrat public, il y a souvent des centaines et des milliers de personnes qui sont impliquées. Donc, ce n'est pas un contrat one-to-one. On n'est plus du tout dans le même cadre de liberté contractuelle des contrats one-to-one où on peut tout changer. On ne peut pas tout changer lorsque l'un représente des milliers de personnes et l'autre doit travailler pour faire en sorte que le projet se développe. Qu'est-ce que le Conseil d'État a fait? Le Conseil d'État, il se réserve le droit de juger des litiges de façon équitable. Et il a un point de mire. Un point de mire, c'est l'utilité publique. À partir de là, il a exprimé une jurisprudence très originale. Alors, ce qui est très original dans cette jurisprudence, par rapport à la jurisprudence anglo-saxonne, par exemple, c'est qu'elle est simple, claire, et que les grands arrêts se résument à quelques grands principes qui synthétisent des milliers de cas pour donner une tendance qui est plus que lourde, puisqu'après, on se référera au principe de ces grands arrêts comme on se réfère presque à un principe de loi. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait original, c'est une jurisprudence très originale, très très bien construite, et qui est basée sur des équilibres dans des dizaines, voire des centaines de situations récurrentes et similaires. Et en matière de contrat public, ce genre de situations récurrentes et similaires, elles sont bien entendu extrêmement nombreuses. Chez nous, par exemple, la notion de prix du service, cette notion de prix du service, son évolution, pourquoi elle change pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour rééquilibrer, etc., etc. Alors, il y a du coup, qu'est-ce qu'a fait le Conseil d'État très, très brièvement? Il a notamment développé des principes communs à tout service public. Ça aussi, c'est très important. Quelles sont les caractéristiques du service public lorsque l'on va rendre des services au public, lorsque la communauté, la collectivité doit rendre des services au public?
quelles vont être ces caractéristiques? Est-ce qu'on peut jouer avec ces caractéristiques? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelques fondamentaux en matière de caractéristiques de service public dans l'intérêt public? Alors, il y en a 3, je n'ai pas besoin de développer, mais ça donne déjà énormément de confort à tous ceux qui se posent des questions en négociant leur contrat. Ensuite, autre point, que se passe-t-il lorsqu'il y a un bouleversement des conditions économiques, bouleversements qui ne sont pas la faute du privé, pas plus d'ailleurs que la faute des partis publics? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que dans ce cas-là, si le privé n'est pas capable de continuer le contrat, eh bien, il va tout simplement tomber en faillite et on va avoir un service public qui est, par exemple, conclu pour 20 ans. Je prends, par exemple, un chemin de fer et il tombe en faillite. Qu'est-ce qui se passe? Le chemin de fer s'arrête. Que deviennent les gens? Donc, etc., etc. Donc, on ne peut pas raisonnablement laisser tomber le partenaire privé lorsqu'un élément extérieur de nature économique, qui n'est pas de sa faute, aboutit à ce que le contrat ne puisse plus être réalisé. Alors, il en va de même dans cette même voie, hein. Là, je parle des circonstances économiques bouleversées, qu'on appelle hardship dans le monde anglo-saxon. Mais il en va de même en matière de force majeure. Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on réfléchit pour d'abord rechercher à rétablir l'équilibre avant de dire on résilie le contrat, avec toutes les conséquences que ça aurait sur les infrastructures, sur la qualité du service, sur tous les gens qui y travaillent au quotidien. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dont on pourrait parler? Évidemment, les pandémies, évidemment, les enjeux climatiques, les catastrophes naturelles, etc., etc. Donc, la jurisprudence du Conseil d'État, qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsque ce n'est pas la faute du privé et lorsque manifestement il fallait continuer le service public, eh bien, elle est là pour dire on rééquilibre le contrat. Hein, c'est un droit, le droit à l'équilibre contractuel, qui résout énormément de problèmes en pratique, surtout aujourd'hui, lorsque l'on voit le nombre de problèmes dont on parle tous les jours sur les podiums, ici ou là. Donc, on peut comprendre que la combinaison de ces sources juridiques du Code civil, auquel on ajoute le Conseil d'État, aboutit à un corpus extrêmement important et utile pour la préparation, la négociation, le suivi d'un contrat pour toute la durée. Et ça crée un environnement très très favorable au développement, naturellement, de tout ce qui est concession de services publics, PPP et autres. Et c'est en partie pour ça qu'ils ont pu se développer à grande échelle. Mais tout ça ne suffit toujours pas, puisque en réalité, si ça s'est développé à si grande échelle, c'est parce que cet ensemble qui a progressivement impacté de très nombreux projets aboutit à créer des usages. Donc ça a créé des usages, ça crée des pratiques, évidemment. Et cet ensemble d'usages et de pratiques se sont peu à peu cristallisés, puis stabilisés dans un ensemble de documents qui représentent ces bonnes pratiques et qui, bien entendu, restent évolutifs. Tout ça reste très flexible, avec un seul point de mire, c'est l'intérêt public et la garantie que le service public soit toujours rendu dans les meilleures conditions pendant toute la durée du contrat. Donc, ça engendre également une vague de standardisation. Et dans le système de tradition française et civiliste napoléonienne, on a pas mal de clausiers types, de contrats types, qui sont la base de ce que l'on met ensuite dans les appels d'offres et qui simplifient énormément le travail de tous ceux qui ont, notamment pour les petits projets, de tous ceux qui doivent préparer et réaliser ces projets. L'exemple du secteur d'énergie est typique. On a dans le secteur d'énergie aujourd'hui encore des contrats types de concessions qui n'ont peu varié depuis plus de 100 ans. Dans le secteur des ports de plaisance, qui est extrêmement développé, puisqu'il y en a beaucoup en France, eh bien, des séries de clausiers types et de contrats types existent également, encore très récemment. Il faut être honnête, ça a un peu évolué avec la centralisation, la décentralisation de 1981. On ne les applique plus de la même façon, mais il reste que
tous ces contrats types, tous ces usages, eh bien, aboutissent à ce que lorsque j'ai un projet à réaliser, un petit projet, eh bien, je suis assez à l'aise. Je sais que je n'ai pas besoin de trop me fatiguer sur des clauses extrêmement sophistiquées de risque à moyen terme, à long terme, et cetera. Puisque, si je ne suis pas en faute, que je fais bien mon travail, eh bien, à ce moment-là, je vais avoir une jurisprudence de qualité qui va me soutenir. Je sais que dans ma relation avec mon partenaire, si je reste moi de bonne foi, si je travaille bien, etc., ça va bien se passer. Je sais que je vais avoir également une obligation de résultat. Je ne vais pas passer ma vie à dire ah non, ça je ne fais pas parce que ce n'est pas écrit noir sur blanc. Non, j'ai un résultat. C'est l'obligation de performance, entre termes, pour rester dans le monde des contrats de concession et autres. Et avec cet ensemble, eh bien, il y a donc un très grand confort. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau local plus particulièrement? Parce que ça, c'est ce qui se passe au niveau général. Ça, c'est valable pour tous les projets, ce grand cadre dont je viens de vous parler. Je ne vais pas parler dans le détail parce qu'on peut ensuite parler des directives européennes, droit européen, mais restons à l'essentiel. Allons à l'essentiel pour savoir comment avancer, comment a avancé la France et voir dans quelle mesure tout ça pourrait, le cas échéant, être utilisé et développé ailleurs. Alors, au niveau local, la France est encore particulière. La France a 36 000 communes. 36 000. Le nombre de communes en France est égal au nombre de toutes les communes à travers l'Europe. Et donc, on peut se dire, mais ces pauvres communes, comment va-t-on réussir, en théorie, comment vont-elles réussir à réaliser des projets Est-ce qu'elles sont indépendantes? Est-ce qu'elles ne doivent pas suivre mot à mot ce que leur dit l'État, qui lui donne l'argent, etc., etc. En réalité, les communes en France, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'elles disposent de leur propre budget. Et les communes ont donc une autonomie. Et cette autonomie, elles la trouvent à travers des taxes et impôts qui sont qui sont prélevés au niveau local. Et avec ce budget, les communes, donc déjà, se planifient ce qu'elles peuvent planifier pour les services publics qu'elles sont chargées de rendre. Alors, je parle de l'échelon communal. Il y a bien sûr d'autres échelons entre les communes et l'État, hein, qui ont également certaines compétences, l'autonomie financière, etc., en matière de services publics. Donc, les communes en France, on ne les oblige pas à être responsables de tous les services publics, surtout pas les services publics qui vont au-delà de leur territoire. Ceci étant dit, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a des tas de situations intermédiaires avec des collectivités de communes, etc., etc. Disons qu'en gros, c'est paramétré de façon telle à ce que les communes soient réellement chargées des services publics qu'elles peuvent raisonnablement développer à leur niveau, donc pas de tous. On va prendre un exemple, une école. Eh bien, une école, ça va jusqu'à un certain niveau, c'est la commune. Au-delà, donc, par exemple, je vais prendre un exemple, c'est le collège. Au-delà, on va parler d'un lycée, alors c'est plus la commune, etc. Voilà, donc on a deux choses fondamentales. La commune, on sait qu'elle a une autonomie financière et un budget, et on sait qu'elle a également un certain nombre de services publics dont elle a la charge directe. Elle a un devoir de rendre service public. Voilà comment ça se présente. Alors, dans ce contexte, évidemment, l'État conserve toujours un droit de contrôle et de bonne réalisation des budgets. Sinon, les choses partiraient un peu dans tous les sens. Les communes pourraient être très facilement en faillite, etc., etc. Ce n'est pas le cas. Mais pour vous donner quelques exemples, au niveau communal, par exemple, eh bien, la commune organise l'éducation à travers les écoles et notamment ce qu'on appelle les maternelles et les collèges, par exemple. Au-delà, ce n'est plus la commune. Même chose, la commune. Les collèges, c'est le département. Et le collège, c'est le département, voilà. Et, et, et ensuite, si on continue, la commune va également être en charge des services, par exemple, eau et assainissement, déchets. Hein, j'ai la chance d'avoir, pour contrôler ce que je dis, le directeur
Les déchets, c'est la communauté de communes. Voilà, ouais, voilà, c'est intéressant. Le déchet, c'est la communauté de communes. Mais vous voyez, parfois c'est collectif, parfois c'est la commune. Donc l'idée, c'est par contre, on sait pourquoi c'est organisé comme ça, et donc on a le périmètre dans lequel la commune va pouvoir envisager de réaliser ses projets, soit en marché public classique, soit en small scale PPP, c'est-à-dire soit en concession, soit en autre type de PPP, etc. Alors, pour cela, il y a quand même en France quelques dispositions législatives et réglementaires dans un code spécial, c'est le Code général des communautés, des collectivités locales, le CGCT. Ce code donne un certain nombre de précisions sur les projets au niveau local. Ça, c'est une spécificité importante qui s'est naturellement développée petit à petit. Vu le nombre, on a cristallisé un certain nombre de choses pour les small scale PPP au niveau local. Il y a également un autre code qui est impliqué là-dedans, c'est le code de la commande publique, qui lui aussi développe un certain nombre de grands principes. Tout cela aujourd'hui fait que maintenant, depuis une trentaine d'années en France, il commence à y avoir des textes de nature législative et réglementaire qui n'existaient pas avant, largement d'ailleurs sous l'influence de l'Europe, qui n'est pas d'ailleurs toujours excellente au fond des choses lorsqu'on regarde ce qu'on vient de dire. Et maintenant, j'en finis avec les étapes clés. Mais là, évidemment, nous aurons Monsieur le Premier adjoint qui saura beaucoup mieux les développer que moi. Mais qu'est-ce que je peux dire des étapes clés? Je peux dire que les étapes clés, elles méritent une attention particulière, de mon point de vue, par rapport aux enjeux internationaux et ce qu'on cherche à faire, sur deux points. Premièrement, la définition des besoins. Ça, c'est un sujet qui est toujours récurrent, en particulier lorsque quelqu'un cherche à faire des concessions et autres PPP qu'on appelle, comme vous le savez peut-être, on l'a déjà dit, je crois, délégation de services publics en France, DSP. La définition des besoins dans le cadre communal, lorsque l'on doit réfléchir aux besoins en service public, eh bien, elle s'organise de façon extrêmement rigoureuse, puisqu'il faut qu'il y ait une vraie délibération d'un conseil municipal, si l'on veut développer un projet sous forme de délégation de service public. Il faut qu'il y ait une vraie délégation du conseil municipal qui dit OK sur le principe, de développer un projet sous la forme de small scale PPP. Mais le conseil municipal lui-même ne va pas comment dire, se décider de façon très rapide. Le conseil municipal lui-même, il doit prendre en compte des études qui sont des études préalables et il va y avoir des rapports. Et donc le principe même de la délégation va lui-même être le résultat d'un travail réalisé en amont sur lequel le conseil municipal délibère. Et ce qui est également important de comprendre, c'est que les conseils municipaux n'appartiennent pas à un mouvement politique. Les conseils municipaux, eh bien, il y a les représentants de toutes les forces politiques qui sont là, à la proportionnelle. Ce qui veut dire que vous avez en pratique un peu toutes les tendances en relation étroite, chacun avec leurs électeurs, qui contribuent à faire en sorte que l'analyse des besoins, les discussions sur les besoins, jusqu'à la décision du conseil municipal de lancer le processus, c'est quelque chose qui est extrêmement travaillé. Au passage, par exemple, je crois qu'il faut également consulter les associations et les communautés locales. Donc voilà, une décision au niveau des besoins qui est extrêmement travaillée, qui est un peu la base de tout, parce qu'il y a les besoins, ensuite par rapport aux besoins, il y a les capacités, et tout ça, c'est vraiment travaillé sur le point de vue de la délégation. Une fois que la décision a été prise sur le principe, eh bien, l'étape suivante, c'est le mandat qui est donné à Monsieur le maire de développer le projet jusqu'à la phase qui ira à la phase de mise en concurrence. Alors, là encore,
Ça, monsieur le maire ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a tout un processus sur la nature des études, le contenu des études, les dossiers à préparer. Il y a notamment un élément fondamental dans ces études, c'est le compte d'exploitation prévisionnel du projet sur toute la durée, qui permet à l'avance d'avoir une idée, sur le point de savoir si ce projet peut être réalisable avec un taux de rendement interne adapté ou pas. Et à partir de là, on continue à travailler parce que ça engendrera forcément des questions. Si jamais on s'aperçoit que le projet en tant que tel n'est pas bancable, donc on réfléchira pour développer le projet avec éventuellement des subventions. Une fois que l'on a réaliser toutes ces études. Alors là, il y a encore d'autres étapes dont je ne vais pas parler parce que je pense que euh, Monsieur Cabri sera beaucoup plus à même de vous expliquer tout ça. Donc voilà, voilà en 2 mots la situation en France. C'est une situation, on comprend qu'elle est très particulière, mais également, ce qu'on peut comprendre, c'est que de nombreux fondamentaux méritent d'être considérés pour ensuite être repris de façon plus générale. Et on en parlera peut-être à la fin. Il faut savoir que plusieurs de ces fondamentaux ont en fait fait l'objet d'études au niveau international et ont été repris, ces fondamentaux, dans les standards UNICI et notamment dans la loi cadre UNICI sur les concessions PPP. Donc, vous voyez, il y a des éléments d'échange quand même substantiels entre l'expérience française, hein, je ne dis pas le modèle français, je ne parle pas de modèle, je parle d'expérience de terrain et en partant des expériences de terrain avec d'autres, eh bien peut-être qu'on avancera mieux. Mais pour l'expérience de terrain, ce n'est pas moi, c'est Monsieur Cabri qui va vous en parler. Merci. Il va parler. Olivier. Merci beaucoup. Merci Marc. Merci pour tout ce que vous avez partagé là, pour l'historique de ce qui s'est passé en France, pour ces éléments de contexte très clairs. On voit qu'il y a une expérience en France qui est très ancienne, avec des enseignements qui ont été progressifs. On a appris en marchant. Vous avez évoqué les spécificités du Code civil et du droit des contrats, la bonne foi, l'obligation de résultat, l'interprétation du contrat, et puis vous avez évoqué le rôle du Conseil d'État, qui est en quelque sorte le super régulateur qui a établi une jurisprudence simple, claire, basée sur l'équité et qui vise à l'intérêt public. Voilà, vous avez expliqué également qu'il existe un code de la commande publique et aussi un code au niveau local. Merci. Je pense que c'était très clair sur l'environnement français qui finalement rend la pratique confortable pour les parties prenantes, si j'ai bien compris. Alors, je me tourne maintenant vers nos élus locaux, représentants d'une municipalité française, Monsieur le maire et Monsieur le premier adjoint de la ville de Cuers. C'est une très grande chance d'avoir pour la première fois dans cette série de webinaires du WAP sur les small scale PPP des responsables d'une petite ville française, donc du sud de la France, qui est dynamique et aussi réputée pour être bien gérée et intégrée dans le tissu local. Voilà, je voudrais vous laisser présenter votre commune, ses enjeux, et puis vous pourriez nous donner des exemples du processus que vous suivez pour programmer les investissements publics et de services publics. Nous sommes notamment intéressés de savoir comment vous sélectionnez ces investissements pour les traiter, soit sous la forme d'un marché public, disons, traditionnel, soit sous la forme de concessions ou de PPP, comme le disait Marc Frilet, ce qu'on appelle des délégations de services publics, des DSP au niveau local. Voilà, je vous tends le micro, je vous laisse intervenir conjointement et vous répartir le temps de parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, écoutez, monsieur le maire n'était pas disponible cet après-midi parce qu'il avait une grosse conférence à la Londe avec la communauté de communes. Il représentait d'ailleurs le président. C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir au dernier moment.
Cuers, c'est une ville donc, de 12 800 habitants à peu près. Nous avons été élus en 2000 sur des principes, disons, je dirais, de choix d'investissement et de travail par rapport aux usagers et aux Quersois. Et dans ces grandes lignes d'investissement et de structuration de la ville, sachant que la ville était en problématique de structuration par rapport au nombre d'habitants qu'il y avait eu. Il n'y avait plus assez d'écoles, il n'y avait plus assez de routes, il n'y avait plus assez de structures sportives et compagnie. Donc nous avons pris ça à bras-le-corps et nous avons commencé des gros travaux à la fois sur les écoles, sur le complexe sportif et sur un certain nombre d'endroits où on pouvait recevoir les Quersois et euh, les associations. On a aussi réussi avec un pôle culturel à développer un certain nombre d'activités. Alors, pour prendre les grands principes de ce que nous avons investi, les premiers éléments que nous avons eus, c'est sur les DSP. Quand nous sommes arrivés, nous avions à faire 4 DSP. La première DSP, c'était le crématorium qui a été réalisé très, très rapidement. Ça, je vous dirai pourquoi. La deuxième, ça a été l'eau, l'assainissement. La troisième, ça a été une DSP sur la structure scolaire avec l'eau d'Elva qui s'occupe du temps méridien des enfants. Et la dernière, ça a été sur la restauration scolaire avec une DSP par rapport à tout ce qui est, disons, par rapport aux enfants des Quers pour ce qui est de leur restauration. Voilà. Et donc, ces 4 DSP ont été, donc, pour vous donner un peu l'ordre, il y a eu l'estimation de la concession de la DSP. On a rédactionné un document contenant les caractéristiques principales de cette DSP. Ces rédactions ont été un rapport de présentation de documents. Il y a eu une création de consultation de la commission consultative des services publics qui ont été, disons, élus par l'intermédiaire du conseil municipal. Ensuite, derrière, une fois que la consultation a été faite, on a eu une prononciation du conseil municipal sur le principe de la DSP en amont. Et derrière, bien sûr, nous avons constitution d'un document de la consultation. Ça, c'est la première partie d'une DSP en général. Derrière cette procédure, nous avons ce qu'on appelle une procédure de publicité. Donc, nous sommes obligés de passer par le bulletin officiel d'annonce du marché public, le BOAMP, parce que vous le connaissez, qui donne obligation dès le premier euro, l'avis de la concession doit être publié. Ensuite et derrière, nous avons l'analyse des candidatures par la commission de délégation du service public. Sur la base des documents de consultation qui ont été fournis, l'élimination donc des candidats incomplets ou irrecevables. Ensuite, nous avons établissement de la liste des candidats admis à concourir. Donc, ensuite, le délai de remise des offres a été fixé. Et ensuite, il y a eu l'ouverture des plis par la commission consultative des services publics. Première analyse pour écarter les offres irrégulières, bien sûr, ou inappropriées. Encore avis de la CDSP sur les offres et rapport aussi de la CDSP. Ensuite, il y a des négociations, nouvelle analyse puis classement des offres. Et après, c'est le choix de l'offre la mieux classée selon les critères définis. Donc cet avis-là est donné par la commission, les commissions, et qui vont donner choix aux délibérations en conseil municipal. Une fois que le conseil municipal a délibéré, le maire, qui est l'exécutif, a tous les éléments pour signer le marché ou la DSP. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, l'eau, l'assainissement, on a mis à peu près 1 an et demi pour concrétiser le marché de la DSP. Voilà. Pour gros, euh, pour gros investissements qu'on a eus, mais là qui n'a rien à voir avec les DSP, c'est un marché public. Nous avons refait l'école Jean Jaurès, qui est une école primaire de la commune, l'école principale, et sur laquelle
il y a 28, comment on appelle ça? 28 classes plus un certain nombre d'éléments pour les directeurs et les choix. Cet investissement a été de l'ordre de 13 millions d'euros TTC, financé en partie par la commune et financé en partie aussi par un certain nombre de comités de consultation comme la communauté de communes, le département, la région, l'État. Cet ensemble-là nous a permis de réaliser un très bel investissement sur une année par rapport à cette nouvelle école qui a donné un rendement incroyable. Voilà, ça c'est le plus gros investissement que nous y avons fait. Ensuite, pour ce qui est de la DSP sur le funérarium, crématorium, ça a été tellement simple parce que c'est bon, c'est un sujet, c'est le même sujet que l'eau, l'assainissement, mais c'est très simple, c'est les mêmes éléments. Après, l'ODEL, ça c'était un choix nouveau parce que nous avons introduit ce qu'on appelle le temps méridien pour les enfants, qui nous a permis aussi d'avoir entre midi et 2 heures des possibilités de s'occuper véritablement de nos enfants. Bon, et le dernier, bien sûr, c'est la restauration scolaire qui, lui, a permis de trouver des repas pour les enfants avec un certain, disons, niveau de prix qui est quand même fort intéressant. Pour vous donner une idée, le prix d'un ticket de restaurant, c'est de l'ordre de 7 euros, dont 3,5 € sont à la charge de la commune. Vous voyez un peu les écarts qu'il y a. Et puis derrière, bon, on nous a fait un certain nombre d'investissements. Et pour l'ensemble de la budgétisation de la ville, tout confondu, nous sommes à peu près entre 21 et 22 millions d'euros d'investissement sur la période, disons, du mandat. Très important, bien sûr. Il nous reste à finir le complexe sportif qui est en pleine élaboration. Et après, derrière, nous calmerons un peu le jeu parce qu'on a beaucoup travaillé sur ces éléments. Pour ce qui est de l'eau et l'assainissement, on arrive quand même à travailler avec la société qui a répondu à l'offre et qui nous permet d'avoir, disons, à la fois des prix compétitifs pour les usagers et ça permet aussi d'avoir un cahier des zones doléances pour les usagers et le VOI, enfin, celui qui a le marché voilà. L'ensemble du bilan est quand même équilibré. Et quand il y a des problèmes, eh ben, on a des avenants ou des discussions pour essayer de revoir un peu les choses. Voilà. Je m'arrêterai là pour les explications, à moins qu'il y en ait d'autres. À moins qu'il y ait des questions. Juste moi, si je peux me mettre juste une seule question. Pourquoi avez-vous fait votre école? Pourquoi n'avez-vous pas choisi le mode DSP? DSP ou PPP pour l'école, alors que vous l'avez choisi pour des montants voisins, par exemple, pour l'eau et l'assainissement? On entend souvent dire que pour les écoles, c'est mieux d'être en DSP. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoute, c'est la première fois que j'entends cette façon de procéder, parce que bon, le marché que nous avons introduit, nous n'avons pas imaginé du tout de mettre une DSP, parce qu'on ne voyait pas comment, à part de payer ce qu'on appellerait comment dire, Le un loyer. loyer, à part de payer le loyer, on ne voyait pas comment on pourrait faire pour équilibrer le budget. Sachant qu'il y a tellement de mélanges sur les écoles, à la fois on travaille avec l'Odelvar, on travaille avec la restauration scolaire, avec différents partenaires qui font qu'à un moment donné, l'école elle-même, disons, l'investissement, et c'est le patrimoine de la commune, et on n'a pas imaginé de le mettre à disposition en partenariat public-privé. Voilà. Ça, c'est le premier point. On aurait pu discuter sur certaines façons de procéder, comme ce qu'on a fait. On a fait le photovoltaïque, mais le photovoltaïque, on a gardé pour nous. Et on aurait pu effectivement faire une DSP sur le photovoltaïque. Mais dans l'ensemble, on l'a gardé pour nous. Par contre, il y a un photovoltaïque à la carrière du Puy, où là, effectivement, on a une redevance, et c'est l'EDF qui a 5 hectares de photovoltaïque. On aurait pu faire les mers aussi. Mais là, c'est quand même une Mais DSP pratiquement, quoi. Et d'une façon générale, je reviens sur cette question d'école parce que ça c'est intéressant dans la mesure où c'est une question qui intéresse largement à l'international. D'une façon générale, si j'ai bien compris, la deuxième chose, c'est que si ça avait été un PPP, comme on dit aujourd'hui,
eh bien, il y aurait eu, au niveau de la gestion de l'école, à considérer qu'est-ce qui reste chez la société de projet et qu'est-ce qui reste à la commune. Et ce que vous m'aviez expliqué, c'est que c'est la rigidité du contrat qui Oui, fait que pendant 10 15 ans, on ne va pas demander à la même société de changer les ampoules, de changer les toilettes, oui, etc., avec une évolution des coûts, avec une évolution des techniques. Et si on le lui demande, c'est possible, à ce ouais. moment-là, ça engendre des coûts supplémentaires. Et vous m'avez également expliqué que quand on fait l'ensemble de l'analyse au niveau financier, eh bien, globalement, sur une durée de X années, ça coûterait plus cher. Voilà. Ouais, Juste ouais. ces points-là, je m'en rappelle et je pense que c'est important à partager. Oui, le problème aussi qu'on a résolu, c'est que à l'investissement de cette école, comme on a pris à notre propre charge, on a eu quand même des subventions incroyables, à la fois du département, de la communauté de communes. Ils ont pris quasiment plus de la moitié de l'investissement en capital. Et on n'aurait pas pu le faire, ça, si on avait eu un partenariat public-privé. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et donc là, on a eu ce qu'il fallait. Ça nous a permis d'avoir une très belle école et un patrimoine Jean Jaurès qui a été rénové. Merci. Voilà, c'est tout. Merci. Très bien, merci. Alors, je crois qu'en France, il y a beaucoup de communication entre les communes voisines, parce que d'abord, il y a les communautés de communes, mais aussi parce qu'il y a une certaine familiarité entre les maires et les élus d'un- d'une région. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus peut-être sur la capacité à échanger avec les collègues des autres communes dans des situations similaires pour intégrer différentes sources d'informations justement sur les bonnes pratiques? Oui, ça, déjà, on a eu beaucoup d'échanges avec la communauté de communes, avec, disons, surtout les hauts niveaux de la communauté de communes, où là, dedans, vous avez des élus qui sont à la fois de la communauté de communes, mais aussi du département. Il y a des élus qui sont dans le département et il y a des élus qui sont dans la région. Vous avez dans la communauté. Et l'ensemble de ces élus-là nous ont permis aussi de discuter avec à la fois le département et la région sur les problématiques que nous avions sur les investissements. Et ensuite, bon, avec le congrès des maires, la discussion avec tous les maires, les réunions qu'on a pertinemment avec tous les maires, on discute en plus de ce qu'ils font, des projets qu'ils ont eus, comment ils ont réalisé, quelles ont été leurs problématiques. Pour un exemple, l'investissement sur l'école de Jean Jaurès, avant de le faire, on est allé visiter la nouvelle école qui s'est implantée à La Valette, qui était de même niveau. Et donc, on a vraiment échangé à la fois avec le maire de La Valette, mais aussi avec un certain nombre comment dire, de constructeurs qui nous ont permis d'avoir des idées très, très précises. Et bon, au fur et à mesure, on a beaucoup de discussions aussi, et le maire en a encore plus avec les différents maires des alentours. Et c'est vrai que très récurremment, il y a des réunions avec les différents maires pour discuter de l'ensemble à la fois du fonctionnement que nous avons à réaliser, mais aussi des gros investissements que nous avons à faire. Et c'est vrai que ça a été des échanges très, très, très précis. Est-ce que ça veut dire que, du coup, sur un plan compétitif, vous avez le sentiment que ce que vous êtes capable de faire dans votre écosystème, Hmm. avec les maires, les échanges, Ouais, etc., ouais, tout à fait. c'est plus performant que Oui, ce ferait une société privée qui n'aurait pas oui. la même capacité Il y a, il y a- d'échange? il y a- il y a beaucoup de relations. Il y a beaucoup de relations entre les différentes mairies, les différents maires. Il y a des échanges avec les différents services qui nous font que on arrive à rehausser l'ensemble des estimations que nous avons à faire. Et ça, c'est très intéressant. Ça a été très, très bien partagé, vraiment, y compris d'ailleurs pour les DSP, ça a été de la même nature. On a échangé énormément avec différents secteurs qui nous ont permis de voir comment étaient faites les autres DSP par rapport aux nôtres. Parce que bon, ben, la DSP de l'Olasisma, c'est une DSP qui date de plus de 30 ans. Avec, bon, il y a eu plusieurs partenaires, mais enfin,
Eh ben, ça nous a permis, en discutant avec d'autres communes, de voir un peu quelles seraient les problématiques que nous aurions. Et à partir de là, les estimations qui ont été faites et les documents qui ont été réalisés ont servi, entre autres, de ces visions-là. Donc, en pratique, vous estimez que les compétences que vous êtes en mesure d'acquérir au niveau communal, sur les meilleures technologies, sur les prix, sur les échanges, parce que vous échangez en permanence, elles sont, par définition, meilleures que celles que Oui. pourrait, au départ, avoir le privé, cherchant à faire la même chose. Disons que oui, il y a ça, mais il y a aussi, dans les élus, il y a un certain nombre d'élus qui sont à un très haut niveau dans le privé et des systèmes de production, des sociétés qui font que c'est des gens qui sont très compétents, que ce soit du technique ou de l'administratif. On a des juristes, on a un certain nombre de personnes qui sont dans des travaux actuels et qui sont aussi élus de la mairie. Et donc, ça permet de rajouter un certain nombre d'éléments, de connaissances sur l'ensemble de la commune. Donc, en d'autres termes, la structure institutionnelle de du conseil municipal, etc., amène des gens de grande qualité, Oui, souvent qui viennent du privé, si je oui, comprends bien, oui, c'est en ça. plus des autres. Et c'est Oui, cet ensemble, c'est ce mélange-là qui fait ce que, mélange-là qui fait d'avoir qui fait des évoluer, ouais. compétences Ouais, supérieures à celles c'est d'une ça. seule société ou d'un groupe ou autre. C'est ça. Je ne sais pas si elles sont supérieures, mais au moins elles sont intéressantes. Voilà. Je ne vais pas dire qu'elles sont supérieures, mais ça permet d'être à un bon niveau, quoi. Voilà. Je pense que ce serait Ah oui. important. Merci. Ouais. Voilà, c'est bon. Merci. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour encore une question. Peut-être, j'étais intéressé sur la partie un peu financière de ce que vous avez pu faire. Je ne sais pas si c'est déjà, et ce sera un peu la transition avec notre prochaine panéliste. Est-ce que, je ne sais pas où vous en êtes, est-ce que c'est trop tôt pour avoir une analyse un peu de trajectoire budgétaire par rapport aux 4 DSP dont vous nous avez parlé? Mais au niveau de l'impact financier pour la commune sur son budget d'investissement, sur son budget d'exploitation, est-ce que vous avez une analyse un peu comparative entre l'endettement dans le cas d'un marché public et dans le cas d'une DSP? Est-ce que vous avez déjà ce recul sur les DSP dont vous nous avez parlé? Alors, pour les DSP, pour l'eau et l'assainissement, on a comment dire, un chiffre d'affaires qui est une façon de procéder qui annuellement nous est transmis. C'est ce qu'on appelle les rapports. Rapport annuel qui nous donne les éléments de la société par rapport au travail qu'elle a fourni et par rapport au bilan financier qu'elle a. Bon, prends un exemple, sur trois ans, Veolia nous a donné tous les éléments du rapport qui font qu'à un moment donné, on s'aperçoit on est limite en matière d'équilibre financier pour cette DSP. Il n'y a pas d'impact particulier sur le budget de la commune. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Donc, il y a eu un très gros travail de fait pour récupérer les problématiques qu'on avait sur les défauts de l'eau et de l'assainissement. Et actuellement, on est en positif pour voir comment on perd moins d'eau que d'habitude. Donc là, on est à plus de 90%. Donc là, ça commence à être intéressant. Pour ce qui est de l'Odel, ben, c'est carrément tout pour la commune au niveau du financement. Donc, c'est un financement très costaud qui impacte le fonctionnement de la commune de fonctionnement. Mais on arrive encore à équilibrer. Pour ce qui est de Garrigue, pour, restauration scolaire, c'est de même nature que l'eau d'Elva. C'est-à-dire que ça nous impacte un problème financier. Mais bon, on arrive toujours à discuter avec, sachant que bon, pour ce qui est de la Garrigue, on a quand même une redevance. Et pour ce qui est la dernière DSP, qui est le crématorium funérarium, alors là, c'est du positif à 100%. C'est-à-dire que chaque année, on récolte à peu près entre 600 et 800 000 euros de retour, à la fois sur la redevance et sur une partie de redevance sur le chiffre d'affaires. Bon, il y a un très gros chiffre d'affaires, malheureusement, par rapport au décès actuel, quoi. Après, pour ce qui est des marchés, alors là, effectivement, je prends un exemple du marché, du contrat qu'on a eu pour l'école Jean Jaurès, et puis pour le reste des autres investissements.
On a fait à peu près plus de 50% pour l'école Jean Jaurès. Les autres 50%, ce sont des subventions de différentes régions et départements, États et communautés de communes. Et ensuite, pour finaliser le tout, nous avons fait un emprunt sur l'ensemble de l'investissement de l'année de l'ordre de 3 millions. Voilà. Pour cette année 2024, ça a été comme ça. L'année 2023, il n'y avait pas eu besoin de financement autre que ce qu'on avait. Et donc, ça nous a permis d'arriver actuellement à un financement global. Et c'est vrai que 2025, par rapport à l'inflation, par rapport à tout ce qu'il y a, ça effectivement, ça pose problème pour arriver à bien équilibrer les budgets. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous sommes en train de faire des gros arbitrages un peu de partout pour arriver à être équilibrés à la fois en fonctionnement et en investissement. Et cette année, l'investissement par rapport aux années précédentes, on va diminuer normalement, on diminue la voilure. Voilà. Mais quand même, on a fait de très très beaux investissements et on va continuer doucement à élaborer ce qui est positif pour les Kersois. Une dernière question à mon niveau, ce serait combien ça, est-ce que c'est plus cher pour vous, globalement, de préparer les coûts de préparation d'un projet qui se fait en marché public classique ou d'un projet qui se fait en DSP? Si j'ai bien compris, dans les deux cas, vous commencez de la même façon. D'ailleurs, vous avez beaucoup de ressources internes, je n'en parle pas, on en a déjà parlé, mais vous avez besoin de ressources externes. Ces ressources externes, euh, elles sont de quel type? Si j'ai bien compris, dans les deux cas, il y a une assistance qu'on appelle assistance à la maîtrise d'ouvrage, hein, maîtrise d'ouvrage AMO, public. AMO. Un AMO, un assistant à la maîtrise d'ouvrage. Donc, dans l'un comme dans l'autre cas, vous avez un AMO qui vient vous Oui. aider, l'un pour faire un marché public, ça c'est tout à fait classique, ça vous arrive régulièrement, et également, puisque vous faites des DSP, de la même façon, de façon classique, vous avez un AMO. Bon, l'AMO, si je comprends bien, c'est une personnalité, une société qui est capable de travailler dans toute une série de directions. Là, on n'est pas en train de chercher un ingénieur ici, un financier là, etc., etc. Mais à votre niveau, c'est une profession qui, en France en tout cas, la profession d'AMO par rapport au marché public dont on vient de parler pour l'école, ou par rapport au DSP, c'est une profession qui est connue et il y a pas mal d'AMO. Et si j'ai bien compris, vous m'aviez dit que, si j'ai bien compris, que les AMO, ça ne coûte pas beaucoup plus cher d'avoir un travail d'AMO pour un marché public que pour une DSP. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est-à-dire que les marchés publics que nous avons faits, à la hauteur du financement qu'il y avait, hein, c'est quand même plusieurs millions qui sont largement supérieurs à la discussion sur la DSP, mettons de l'eau, l'assainissement. C'est deux financements différents. Supposons qu'on soit à peu près dans les mêmes niveaux. Qu'est-ce que Ben, ça vous sera auriez le même prix. à peu près le même prix? L'AMO sera à peu près du même prix. C'est ça. Ah, Ça serait pas beaucoup plus élevé. Alors, d'autant, si je comprends bien, que l'AMO pour un marché public, il y a un travail beaucoup plus détaillé, puisqu'il faut avoir des spécifications détaillées, alors que l'AMO pour une DSP, c'est pas du tout pareil, puisque c'est simplement un cahier d'objectifs avec ouais, la voilure, c'est pas la des même. critères de performance. Donc, Mm. c'est peut-être un peu plus Oui, compliqué dans le principe au départ pour la DSP, sauf qu'il y a moins de travail. Donc, finalement, tout s'équilibre un peu. C'est un peu ça ce que vous me oui, dites. oui, tout à fait. Merci. Exactement, parce que bon, il n'y a pas de souci particulier pour Ouais, les AMO, au contraire. ouais. Ça permet de travailler correctement et d'avoir un certain nombre là aussi, d'échanges avec différentes collectivités, différents systèmes et y compris aussi différentes constructions. Voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'était très utile d'avoir ce partage d'expérience avec le terrain, avec une commune qui en a la pratique et des expériences récentes. Moi, j'ai noté en particulier qu'il y a des procédures qui permettent d'engager toutes les parties prenantes, qu'il y a beaucoup de consultations avec les pairs, notamment sur l'expérience des communes voisines, lorsque les projets sont proches
en termes de nature, d'infrastructure. Voilà, donc merci beaucoup. On va passer au sujet du financement des projets de Small Scale PPP maintenant. Je vous propose pour cela d'écouter Doris Chevalier. Alors, petite parenthèse, Doris, vous êtes la seule femme sur ce panel aujourd'hui. Et ça illustre selon moi le besoin de plus d'intégration des femmes dans ce secteur d'activité. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que vous avez dirigé pour la CENU la rédaction d'un guide sur l'égalité des genres dans les PPP. Et voilà, je voulais vous en féliciter. Alors, pardon. Peut-être quelques pistes de questions, parce que alors, les questions sur le financement, c'est très vaste, on peut l'aborder sous 50 angles différents. J'en ai listé 3 ou 4 que je vous livre en vrac, mais je vous laisserai structurer votre pensée pour nous livrer ce qu'il vous semble le plus important à partager. Alors pour moi, les questions, c'était en quoi les petits projets sont-ils différents à financer que les gros, tout simplement. En quoi le financement diffère entre un marché public classique et un petit PPP, à quel stade de l'appel d'offres il faut s'intéresser au financement du projet, et quels sont les engagements financiers que la personne publique doit surveiller de près dans un petit PPP plus spécifiquement. Merci Doris. Merci, merci Olivier, merci beaucoup. Et effectivement, le guide va apparaître bientôt sur l'égalité hommes-femmes dans les PPP et plus généralement dans le marché des infrastructures. C'est quelque chose que volontairement on n'a pas voulu activiste ni féministe, mais très pragmatique. Et c'est un travail qui est assez intéressant au moins à faire. Moi, j'y ai appris aussi beaucoup. Alors, pour en venir au financement, il y a un avantage à faire des petits PPP et je me suis interrogée à savoir pourquoi ce succès des petits PPP. Moi-même, j'en fais au quotidien, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus que des gros. Et quand on se prend un petit peu de recul pour se demander pourquoi, on se rend compte que ces petits PPP, c'est des outils vraiment accélérateurs de la transition énergétique et environnementale. Ce sont des projets qui sont généralement en circuit court, donc avec un impact positif sur l'économie locale. Ils ont, par rapport au gros, des délais de mise en œuvre qui sont rapides. Ils sont assez compréhensibles et ils ont un impact significatif sur l'emploi local. Et en plus, ils sont adaptés à tous les secteurs. Alors que ce soit, Monsieur le maire a cité pas mal de secteurs. On peut effectivement en faire dans les écoles aussi, mais on a de l'énergie renouvelable, des petites infrastructures, des éclairages publics, on a du sport, on retrouve du tourisme, de la culture, on a de la rénovation du patrimoine public de toutes sortes, de la rénovation de HLM par exemple, ou encore du traitement de déchets, du recyclage. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces projets et je pense que c'est pour ça qu'ils trouvent leur succès parce qu'ils sont assez simples à mettre en œuvre. Alors, en quoi le financement d'un PPP diffère avec un marché public? La grosse différence, c'est que dans un PPP, on va créer une société dédiée au projet, unique. On la crée à cet effet et c'est elle qui sera l'emprunteur du financement et non pas la collectivité. Donc, cette société, c'est elle qui va produire les revenus liés à l'objet du projet et ce sont les seules futures recettes dont elle dépend. Alors, ça sera des recettes qui proviendront soit de tarifs pour les usagers, soit de loyers versés par la collectivité en fonction du schéma de PPP ou de concession qu'elle aura choisi. Mais au final, c'est un financement qu'on dit sans recours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rallonge. Il y a juste le projet ou le loyer fixé pour le projet et on n'y revient pas. Donc ça, c'est une des premières différences avec un marché. L'avantage de basculer sur une société privée en termes de financement, c'est que ça ouvre le champ en termes de structuration et de montage de financement à tous les outils privés du marché financier, que ce soit les fonds propres, la dette commerciale, la dette privée, et généralement, on combine l'ensemble. Ceci
en gardant en tête, comme je viens de l'expliquer, que la société, elle est toute jeune, elle n'a pas d'historique bilanciel, on l'a créée, donc elle n'a pas d'histoire de bilan, elle n'est pas comme la collectivité à avoir un passif. Et donc, comme l'a exprimé Marc Frilet tout à l'heure, pour pouvoir emprunter à un banquier ou convaincre un investisseur, elle doit présenter absolument 3 choses. La première chose, c'est un plan de financement bouclé. On n'est pas sur une inscription budgétaire annuelle qui est une année poussant l'autre. On est sur quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Sur la durée du contrat, il faut montrer que les recettes vont équilibrer les dépenses. Il faut donc un prévisionnel robuste sur la durée du projet. Un projet robuste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être en mesure de démontrer que les seules recettes du projet vont être capables de couvrir les dépenses d'investissement, bien sûr, mais aussi les dépenses d'exploitation opérationnelle, avec les aléas classiques de la vie et ceux parfois un petit peu moins classiques. Donc, pour savoir quels sont les aléas classiques du projet et les erreurs qui pourraient arriver, on fait une matrice de risque. C'est la troisième chose à étudier. Donc là, ce sont les juristes qui, avec l'aide des techniciens, établissent une matrice des risques et allouent à chaque risque une sûreté ou un moyen de se protéger contre ce risque-là dans le projet. Alors, ces risques, c'est généralement risques de retard, les risques de surcoût, les imprévus. Donc, une fois que les techniciens ont identifié les risques liés au projet, ils les expliquent aux juristes qui vont, avec les financiers, regarder comment ces risques peuvent être compensés et on met ça gentiment dans les contrats. Donc, c'est aussi en ceci que diffère le financement d'un PPP d'un marché public, c'est qu'on repose sur une documentation contractuelle qui est spécifique et qui va refléter ce besoin d'équilibre et ce besoin de robustesse. Donc, la documentation, elle est en 3 parties. La documentation projet, qui est le sous-jacent propre au projet, ça qu'on retrouvera aussi dans un marché public, hein, mais souvent séparé dans un marché public. Ici, on aura une documentation qui va globaliser la construction, l'exploitation, l'interface entre la construction et l'exploitation et l'ensemble des garanties de performance qu'on amène au projet, avec bien évidemment un contrat de tête qui est le contrat de concession ou de PPP. Ensuite, on a un deuxième jeu de documentation qui est la documentation de financement et d'investissement, où là, on trouve classiquement les pactes d'actionnaires, les conventions de financement, les contrats de priorisation et remboursement. Et enfin, on a tous les documents de sûreté pour les créanciers, ce qui va assurer aux banquiers et à l'investisseur qu'il est remboursé, les nantissements sur les parts de la société, sur les comptes et les droits d'intervention des banques. Donc, on voit qu'on couvre un champ plus large d'intervention. On n'a pas quelque chose qui est forcément plus compliqué que dans un marché public, hein, mais par contre qui est un petit peu plus complexe et donc il faut s'adapter à cette gymnastique. Alors après, c'est dans le champ des PPP, en quoi les petits sont différents des gros. Il y a 4 différences majeures. La première, c'est la façon de gagner sa vie. Dans un petit PPP, on gagne moins sa vie parce que les gains en pourcentage, les marges sont appliquées sur des montants plus petits. Mais par contre, on les gagne de façon plus certaine parce qu'on est dans une économie locale qui souvent est beaucoup plus robuste. La deuxième différence, c'est le temps. Dans un petit PPP, on n'a pas le temps de traîner sur des clauses de contractuels très longues parce que ce sont des projets qui sont très inclusifs et très pénétrants dans l'économie locale. Et donc, ça doit répondre à des besoins qui sont immédiats. Donc, il faut aller vite. Ensuite, on a une grosse différence en termes d'acteurs et en termes de sûreté. Sur les acteurs, les actionnaires changent généralement. Ce n'est pas les gros fonds d'investissement qu'on voit sur ces projets-là. C'est ce qu'on appelle plutôt le family office, c'est-à-dire le private equity, pardon, c'est-à-dire les business angels, les family office ou les sociétés elles-mêmes. C'est les sociétés leaders, les petites PME, les ETI qui interviennent en financement. On peut avoir aussi les collectivités. On a certains projets dans lesquels les collectivités elles-mêmes sont actionnaires de la société. On a une différence au niveau des banques, parce que là, on a des agences commerciales, des banques privées, on n'a pas les grosses banques d'affaires comme dans les contrats PPP. Et puis, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, les AMO. Alors là, on a des AMO qui sont beaucoup plus multicompétences.
multimétiers et donc qui permettent d'accélérer la réalisation du projet. En termes de sûreté, généralement, on a des documents qui sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus simples et beaucoup plus directs, avec parfois un impact significatif pour les entreprises qui sont plus motivées. Alors ensuite, la question, c'était à quel stade de l'offre il faut s'intéresser au financement. Pour moi, c'est dès l'amont du projet qu'il faut s'intéresser. Et j'invite d'ailleurs les collectivités à se rapprocher de Finafra qui donne de très bons conseils. Je sais bien qu'il y a une indépendance financière entre l'État et les collectivités, mais néanmoins, ça n'empêche pas de parler entre gens intelligents. Et l'expertise de Finafra en la matière est vraiment à souligner. Dans un AMI ou dans un appel d'offres, il faut mettre des critères sur la robustesse financière, sur l'engagement financier. Il faut mettre une pondération forte dans les critères financiers, mais aussi mettre des critères qui vont vous permettre de comparer les offres en termes de financement. Un PPP, c'est avant tout le partage de risques, comme on vient le voir. Donc, on a des obligations pour chaque partie, des conséquences à ne pas respecter chacune des obligations. Et ces conséquences vont porter sur le financement. Si je n'ai pas de recette à mon projet, qui va rembourser la dette? C'est celui qui est fautif. Donc, si celui qui est fautif, il se retrouve à rembourser le financement, il est normal qu'il s'intéresse au montage financier. Quel type de produit on m'a mis? Quelle durée? Pourquoi on m'a engagé de façon fixe? Pourquoi je ne peux pas renégocier ce financement plutôt que payer? Et là, il est très important que la collectivité se pose sur ces aspects-là et le cas échéant, au niveau de l'appel d'offres, pose elle-même ses propres exigences. Alors, j'en finirai rapidement avec les engagements financiers particuliers à surveiller par la personne publique dans un PPP. La première des choses, c'est la robustesse du financement. Ce n'est pas parce qu'un candidat vous dit « oui, oui, j'ai ma banque, t'inquiète pas, elle me suit » que c'est vrai. Il y a différents niveaux de robustesse de financement et donc il faut que le partenaire privé vienne avec des lettres de banque engageantes, non conditionnelles au moment de la remise de l'offre. Le cas échéant, elle peut participer au capital pour avoir accès à toutes les informations. Il faut qu'elle surveille les clauses de résiliation et notamment en termes de retour des biens. Donc, c'est les mécanismes de résiliation. Marc, je sais, partage cette vue avec moi. Il ne faut pas d'aller d'automatisme pour aller en résiliation dès qu'il y a un petit défaut. Il faut mettre des... et là-dessus, WAP est aussi un défenseur de ça. Il faut des dispute boards, enfin des comités de résolution de litige. Il faut surveiller les clauses de renouvellement et de maintien en bon état de l'ouvrage, parce que c'est ça qui assure le fait que les recettes viennent et c'est ça qui assure que le banquier ou l'investisseur est payé. Il faut surveiller, comme ça a été légèrement évoqué, les clauses d'évolution technologique ou démographique, de façon à exiger que le candidat présente toujours la meilleure évolution technologique et démographique, quitte à ce qu'il le mette dans son prix, mais il faut qu'il se questionne là-dessus. On a des contrats de long terme, transgénérationnels. Il n'est pas question de s'engager pour 30 ans dans un bousin qui ne sera plus à la mode 3 ans plus tard. On a les clauses de partage des bénéfices. Si le partenaire fait des bénéfices, il est normal qu'une partie en revienne à la collectivité. Et le dernier point à regarder, c'est le reporting et la collecte des données. Faites-vous partager au maximum les données, les informations liées du projet, c'est du savoir. Et comme on vient de le voir avant mon intervention, c'est toujours utile de pouvoir partager avec les autres. Et plus on en sait, plus on apprend, meilleur on est en négociation. Donc voilà, le type et les conditions de financement, c'est important. Il faut connaître les conditions de marché. Il faut se faire accompagner. C'est un métier, c'est quelque chose de particulier. Il faut faire son évolution préalable et il ne faut jamais avoir peur d'aller parler à un financier. Très bien, merci. Merci beaucoup, Doris. En plus, vous avez tenu le temps, donc on est parfaitement à l'heure. Merci, c'était très riche. Je crois qu'on en a beaucoup appris sur la spécificité des petits PPP. Et puis, vos conseils sont les bienvenus, se faire accompagner, et puis tout ce qui est à surveiller au niveau des clauses contractuelles notamment. Alors,
On avait prévu d'avoir un peu de temps pour des questions et réponses. N'hésitez pas à les poster dans le chat. Alors, il y en a déjà une, peut-être pour Monsieur Cabri. On nous demande si les préfectures sont impliquées également dans les processus au niveau local. Effectivement, on n'a pas parlé, on a cité les départements, les régions, les conseils municipaux, etc. tout à l'heure. On n'a pas, enfin, il me semble, à moins que j'ai loupé quelque chose, mais Alors, je vous laisse répondre. j'ai cité l'État, et l'État est représenté dans le département par la préfecture. Donc, effectivement, le préfet est en charge d'un certain nombre de problématiques et de discussions que nous avons avec les... Et quand on présente en conseil municipal l'ensemble des projets, tout ça, la préfecture est totalement engagée dans ces résultats. Donc, on a une semaine pour lui envoyer l'ensemble des projets, l'ensemble des notifications, tout ce qu'il y a dans les délibérations. On a une semaine pour les mettre en relation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, dans la discussion des modes de financement et des façons de procéder, la préfecture et l'État participent au niveau disons, du département du Var actuellement. Et s'il faut, on monte un peu plus haut dans l'État directement à Paris. Voilà. Mais la préfecture participe de HKZ dans l'ensemble des produits. Voilà. Très bien, merci, je vous J'ai remercie parlé beaucoup. d'État, excusez-moi, j'ai pas dit la Oui, oui, préfecture, mais dans ma tête, c'était comme ça, quoi. Si je peux tout à fait, intervenir là-dessus, Olivier, enfin, c'est très bien souvent sûr. que dans les contrats, dans les petits PPP, on a des clauses d'entrée en vigueur des contrats, et dans ces clauses d'entrée en vigueur, on a les autorisations administratives qui intègrent la préfecture. Parce qu'en fonction des projets, il y a des compétences qui peuvent relever de la préfecture, et ça permet, en fait, ça protège l'ensemble des parties de ne pas se lancer dans un PPP, et puis après de voir arriver la préfecture en plein milieu de dossier qui nous dit, ah mais non, mais finalement, vous l'avez fait rouge, je le voulais vert, et ça peut être lourd de conséquences. Non, c'est obligatoire. Dans toutes les délibérations, normalement, la préfecture regarde ce que l'on fait. Et s'il y a une problématique, effectivement, il y a des discussions, des échanges. Et puis si on n'est pas d'accord, eh ben, ça finit mal. Très bien, merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Alors, comme il nous reste encore 5 minutes, je voulais tendre la main à Marc, parce que je crois que Marc, vous aviez des visuels éventuellement à partager. Est-ce que vous souhaitez les projeter à l'écran? Si Marc m'entend. Non? C'est fini? Non, rien? Non, c'est partagé. si tu as des visuels à partager à l'écran. Oui, c'est WAP qui l'a. Non, non, Alors, les deux visuels que j'ai envoyés au WAP, est-ce que on peut les mettre maintenant? Oui, c'est ce qu'il a dit, hein. oui, Jean-Christophe, peut-être vous avez la main sur le partage d'écran, le partage des documents? Ça arrive, une seconde. Voilà, merci beaucoup. La slide planning et préparation de projet. Non, pas celle-là, l'autre, s'il vous plaît. Non, l'autre slide, si c'est possible. Voilà. Je pense que cette slide. Regarde là. Regarde vite, c'est pour toi, excuse-moi. Je l'ai vu, ça, ouais. Non, 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 c'est parce que j'en parle. Bon, d'accord. Est-ce que vous la voyez cette slide? Oui, tout le monde la voit. Là, je le vois, moi. Voilà. Oui. La seule raison pour laquelle je mettais cette slide, c'est parce que elle propose un processus pour la préparation par étape des projets dans lesquels on a toute une série de documents, de bonnes pratiques, etc., qui proviennent d'en haut, hein, du niveau du gouvernement, Oui. qui sont ensuite progressivement assimilés, développés à un niveau intermédiaire, qui arrivent au niveau local, et c'est avec cet ensemble
d'informations, de bonnes pratiques, etc., que l'on va lancer un projet. Ouais. Hein. Et donc, il y a cette première étape, et cette première étape, c'est une présentation d'un projet, d'un tout début de projet, un peu, et c'est là que je voulais en venir, un peu comme on le fait au niveau de la décision d'un conseil municipal, c'est le principe de la délégation. Et une fois que le principe de délégation est acquis, l'idée, c'est de dire on va à l'étape suivante. Hein, l'étape suivante, on a une autorisation de développer le projet. Et alors, c'est là que c'est intéressant. Est-ce que dans le système français, il y a, dans le cadre du développement de ces études, à un moment donné, un contrôle qui intervient avec une instance, par exemple au niveau départemental, au niveau préfectoral? Pas à ce stade. Pas à ce stade. Pas à Non, ce pas à stade. ce stade. OK? Donc, je redescends à l'autre stade. Ensuite, on a le projet, et lorsque le projet, lui, est développé, étape suivante, à ce moment-là, c'est là qu'il y a un contrôle Tout à fait, oui. de légalité déjà. Et également, il y aura, et je continue, je reviens, et enfin, la dernière étape, il va y avoir, si j'ai bien compris, un accord qui doit être donné, une décision du conseil municipal pour lancer la délégation. Tout C'est à ça. fait, oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que finalement, ces étapes-là, peut-être à l'exception de la deuxième, qui est un peu intermédiaire pour d'autres pays où on a besoin d'aide supplémentaire pour développer les projets à travers ce qu'on appelle les PPP units, en dehors de ça, cette charte hein, est également très largement valable par rapport à ce qu'on fait en France. Donc, c'est ce que je voulais illustrer ce point parce que, en réalité, ce tableau de flux, eh bien, c'est le tableau qui résulte de ce qui a été adopté par la loi cadre des Nations Unies. Donc, ce que je voulais donc illustrer, c'est que l'expérience française est largement en conformité avec la loi cadre des Nations Unies. Et je voudrais, si c'était possible, en finir avec la dernière slide qui permet de comprendre comment cette loi cadre des Nations Unies elle-même s'organise par rapport à tous ces principes. Si il était possible de la mettre, celle qui représente un panthéon, si on y arrive. Je suis désolé parce que moi, aujourd'hui, plus rien ne marche chez moi. Oui, tout à fait. Bon, je ne sais pas si on va y arriver, mais tout ça, c'était pour simplement, en guise de conclusion, illustrer le fait que l'expérience de la France, qui est une expérience qui a été difficile, hein, il a fallu très progressivement avancer. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des petits projets? Ben, au niveau des petits projets, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a tellement de communes, que naturellement, les échanges se font. Il y a un écosystème d'échanges partagés et de partage qui est extrêmement important. Et c'est peut-être ça qui est une des caractéristiques principales. C'est à la fois un système de partage très, très large, avec des compétences. C'est ça aussi qui est étonnant. Dans un conseil municipal où il y a des oppositions ou des gens en faveur, il y a des compétences, parce que les gens sont élus, des compétences techniques, des compétences économiques à partager. Et du coup, lorsqu'un conseil municipal va prendre une décision, ben, la décision qui va être prise, comme elle peut être contestée par l'opposition, ça aboutit, si je comprends bien ce que tu évoquais, ça aboutit à faire une réflexion très approfondie sur la meilleure façon de développer un projet de service public au bénéfice des populations. Mais ce qu'on voit aussi, ce qu'on fait aussi, c'est que dans ce cadre-là, on consulte les Quersois, l'usager, on fait des réunions en avant-propos pour discuter de ce qu'on va faire. Et on sollicite s'ils ont des choses à dire, ben, on leur demande. Mais on s'aperçoit que du coup, qu'il y a une réelle spécificité des petits projets. On ne peut pas faire ça dans un grand projet de la même façon. Les petits projets, les échanges, la consultation, les réunions sont beaucoup plus faciles à organiser. Et si on veut rester élu, ben, on a intérêt à le faire parce que tout le monde sera content. Donc il y a une spécificité des petits projets qui est liée à la taille modeste des communes, aux échanges qui existent, aux compétences que ça développe et qui permettent de ne pas réinventer les roues à chaque fois. Lorsque la commune A fait son projet dans l'eau et l'assainissement, ben, forcément la commune B qui est à 30 km,
elle ne va pas réinventer la roue. Elle n'a pas besoin de 50 consultants pour le faire. Elle va le faire assez naturellement. Je crois que c'est une caractéristique, hein, voilà. C'est une caractéristique importante de l'expérience française. Et pour finir, moi, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que finalement, quand on regarde tout ça, ça vaut le coup de se poser la question de savoir si, notamment, selon ce que je disais tout à l'heure, la jurisprudence du Conseil d'État, pour rendre simple les contrats, pour avoir un parapluie d'équilibre au-dessus de nos têtes en permanence, si cette jurisprudence du Conseil d'État, qui je rappelle est déjà applicable dans 60 pays du monde ou 80 aujourd'hui, eh bien, mériterait pas d'être mieux connue. Et ça, pour nous, c'est un des sujets, surtout à l'époque où il y a des questions sur le climat, il y a des questions sur la pandémie, des questions sur les catastrophes naturelles, des questions sur les politiques. Toute cette jurisprudence est là pour dire, attendez, tout ça va exister, bien sûr, mais il y a des solutions d'équilibre qui sont intéressantes pour les deux parties. Elles ne sont pas du tout intéressantes simplement pour le privé, elles sont intéressantes pour le public, parce que si on rend un contrat en cours de route, ça coûte 3 fois plus cher au public de trouver un autre contractant et rendre le service public adapté et des usagers heureux. Donc je crois aussi que c'est important de comprendre que peut-être cette jurisprudence mérite d'être beaucoup mieux connue et partagée pour devenir des principes directeurs, voire des prescriptions, et que tout cela aboutit à des réflexions sur comment mettre ces grands principes dans des contrats. Et bien là encore, l'UNICI a avancé, puisque les États membres de l'UNICI ont adopté des clauses recommandées, des clauses à recommander pour mettre dans les contrats de concession PPP pour les pays en développement. Donc, pour moi, la conclusion est très positive. Je laisse à Olivier le soin de conclure. Merci Marc. Et nous sommes arrivés au bout. Merci pour cette conclusion, Marc. Eh bien, je crois qu'on a vu que la France a des fondamentaux originaux en matière de PPP, que tout cela se décline assez facilement sur les small scale PPP avec des risques maîtrisés qui reposent notamment sur une jurisprudence solide et confortable pour tous les acteurs. Qu'au niveau local, il y a à la fois un cadre institutionnel, mais aussi une communication entre tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui est très importante. Et il y a aussi des spécificités à connaître au niveau du financement. Comme ce sont des projets locaux qui sont intégrés à l'économie locale, le travail peut se faire avec des acteurs locaux, y compris les banques locales, qui vont plus vite, souvent sont plus proches du terrain, etc. Bon, en tout cas, je crois, moi je suis ravi d'avoir échangé sur l'expérience française, en français, avec nos invités. Je suis sûr que cela aura été un éclairage utile. Et je veux remercier nos excellents panélistes, mais aussi le WAP et la CENU pour cette initiative. Et je vous souhaite une excellente continuation pour cette journée. Merci beaucoup.